L'ascension d'un ancien hacker qui a su se hisser au sommet parmi les géants d'une société connue pour être élitiste, parti de presque rien, de son enfance dans la banlieue de Créteil, loin de l'opulence et de la richesse, il a gravi les étapes grâce à ses talents d'informaticien, sa vision et sa rage démesurée d'accomplir de grandes choses et de se faire de l'argent. Dans cet épisode, je vous parle de Xavier Niel. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement et sans abonnement nécessaire sur les applications Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres? Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Bon, qui est Xavier Niel? Pour faire simple, c'est un entrepreneur français qui est principalement connu pour être un milliardaire français, le patron et fondateur de Free, une entreprise de télécommunications française qui est très connue pour ses innovations et ses prix. Il est aussi à l'origine de d'autres projets tels que Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde, et aussi de l'école 42, une école qui forme des informaticiens très compétents. Il est aussi impliqué dans beaucoup d'autres projets, mais pour une introduction, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Bon, c'était la case introduction, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais adopter un format différent pour cet épisode. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lire des extraits forts de sa biographie et en parler avec vous, vous qui m'écoutez. Un peu comme une petite review. Ceux qui voudront plus de détails, je vais laisser un lien dans la description pour acheter le livre, pour acheter sa biographie, que je recommande vivement à vous tous qui m'écoutez. Et surtout aux technophiles, aux passionnés de la tech comme moi et aux entrepreneurs qui m'écoutent. J'espère qu'il y en a beaucoup. Donc, je vous présente ce que j'ai appris après avoir lu la biographie de Xavier Niel intitulée « La voix du pirate » par Solveig Goodluck et Emmanuel Paquette. Vous pouvez utiliser le lien dans la description. Utilisez ce lien s'il vous plaît pour acquérir le livre si vous le voulez, si vous voulez le lire et avoir la suite. Les détails, il y a tellement de détails, beaucoup de choses à propos de sa vie et beaucoup de choses à apprendre en fait. J'espère que ça va t'inspirer toi qui m'écoutes et n'hésite pas à me donner ton avis. Si tu aimes, t'abonner et donner une bonne note pour l'algorithme, s'il te plaît. Merci. Son enfance. Nous sommes en 1981, l'année des 14 ans de Xavier. Le constructeur britannique Sinclair vient de commercialiser un PC très rudimentaire, doté d'un processeur 8 bits et d'une mémoire d'1 kilo-octet, qui ne coûte que 1000 francs. Certes, la moitié d'un SMIC. Un vrai sacrifice pour la classe moyenne, mais cela reste une opportunité inouïe, car à l'époque, l'informatique est encore aux mains de très grosses entreprises. La salle des machines demeure un sanctuaire des cols blancs. Ils pratiquent le partage de temps sur les serveurs surpuissants et snobent les micro-ordinateurs qui commencent à apparaître. Le ZX81 se retrouve rapidement en rupture de stock et son père doit faire des pieds et des mains pour en dénicher un. On est allé boulevard Malesherbes à Paris, se souvient Michel Niel. Xavier était au collège en 4e. Tous les deux, on avait appris à programmer en basique grâce à la revue Science et Vie Micro. J'avais voulu bidouiller un peu, mais je me suis vite découragé quand j'ai vu le temps que ça demandait. Le père cale, mais le fils s'enflamme. Xavier éprouve un sentiment de toute puissance aux commandes de son ordinateur. Quand je lui disais de faire quelque chose, il le faisait. C'était fantastique. Ce n'était pas comme avec ma sœur ou mes parents. Il y avait quelque chose de magique. Pour la première fois de ma vie, on m'obéissait, a-t-il confié devant une caméra. Là, on voit l'enfance de Xavier Niel, qui touche pour la première fois un ordinateur en 1981. Et c'est à cette époque-là, c'était l'époque où Steve Wozniak et Steve Jobs avaient déjà sorti l'Apple I et l'Apple II. Ils étaient en train de construire le Macintosh, si je me rappelle bien. En 1981, le Macintosh allait sortir 3 ans plus tard. Donc le premier ordinateur de Xavier est encore un peu pas à la mode, c'était un peu démodé pour l'époque. Mais plus tard, son père lui achètera un Apple II qui était beaucoup plus sophistiqué que l'ordinateur, le ZX, truc là. Et on peut aussi voir que son père, malgré le prix de l'ordinateur,
s'est vraiment sacrifié pour offrir ça à son fils et aussi pour lui-même apprendre ce truc que l'informatique. Bon, les parents qui m'écoutent là, les cadeaux que vous offrez à vos enfants, c'est important de bien les choisir. Un cadeau stratégique peut, et si l'enfant est passionné par ce cadeau, il peut en faire beaucoup de choses, comme on va le voir avec Xavier Niel et d'autres géants de l'informatique de l'époque qui étaient passionnés, Bill Gates, Wozniak et bien d'autres. Et on peut aussi voir que Xavier Niel avait un talent inné pour l'informatique. Déjà, il apprend, son père, lui, il dit bon, j'en ai marre. Mais lui, il continue, il surpasse son père. Et le livre nous dit aussi qu'à cette époque, le gars, il n'aimait pas l'école. Il détestait l'école. Et ses parents faisaient tout pour qu'il puisse avoir de bonnes notes à l'école. Un peu comme sa sœur, parce que sa sœur, elle aimait l'école. Et le modèle de réussite pour ses parents, comme la plupart des parents de la classe moyenne, c'est de bien réussir à l'école, avoir un boulot, avoir un bon salaire et avoir sa famille tranquille. Mais Xavier Niel, lui, n'est pas du même avis. Il déteste l'école, ça l'ennuyait. Et lui, ce qu'il faisait, c'était l'informatique. Sa vie, c'était l'informatique. Et on va voir, à 17 ans, il va gagner, grâce à l'informatique, il va se faire beaucoup plus d'argent que ses parents même. Et il va quitter l'école, un school dropout. Un peu comme beaucoup de grands entrepreneurs qui ont quitté l'école. Bon, vous saurez les nommer. Steve Jobs, Bill Gates, plusieurs entrepreneurs. Je ne sais pas si c'est un truc qui est à la mode, mais bon, bref. Et ça me fait même penser à un livre. Un livre que je lisais sur l'entrepreneuriat récemment, il disait que les gens pensent que c'est ceux qui réussissent sont ceux qui quittent l'école. Mais en fait, on ne voit pas la multitude de personnes qui ont quitté l'école tôt et qui se sont retrouvées un peu coincées par le système. Parce que c'est juste l'infime partie des gens qui quittent leur école qui réussissent dans l'entrepreneuriat. D'après ce livre et les recherches qu'ils ont fait. Le titre du livre, c'est How Startup Fail, je pense, si je me rappelle bien. Bref, je vais réfléchir et il faut que je laisse le lien dans la description. Bref, on continue avec Xavier Niel. En fait, sa passion pour la technologie ne s'arrêtait pas juste à l'informatique. Il était aussi capable de faire bien d'autres choses. Par exemple, à 17 ans, il piratait déjà des décodeurs Canal+ pour avoir des chaînes de télé gratuitement. Et c'était facile pour lui. Bon, d'après ce que le livre nous dit, il avait juste besoin de quelques composants qui coûtaient quelques francs français. Bon, pas francs CFA pour mes amis de l'Afrique de l'Ouest ou centrale. Quelques francs français et un fer à souder. Bam. Et ce qu'il fit, c'est qu'il se mit pour objectif de vendre ses décodeurs. Il s'est associé avec d'autres personnes un peu pas très recommandables et ils ont vendu quelques copies de décodeurs piratés de Canal+. Et ils se sont fait un peu d'argent. C'est ainsi que sa vie de pirate commence. Là, il flirte avec ce qui est illégal. Et ça me fait un peu penser à Steve Wozniak. Parce que c'est le genre de truc que Steve Wozniak et Steve Jobs faisaient à peu près au même âge. Ouais, à peu près au même âge. Une fois, Steve Jobs et Steve Wozniak ont fait une Blue Box qui leur permettait d'appeler gratuitement sur le réseau AT&T aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi un guide dans un magazine. Et grâce à leur appareil, la Blue Box, ils ont appelé le pape à partir des États-Unis. Ils ont appelé le pape et ils ont demandé à parler au pape avec un accent, en imitant un accent italien. Et aussi, ils se sont mis à vendre la Blue Box. Et c'est à partir de là que leur collaboration et la création d'Apple, un peu plus tard, c'est fait. Bref, mais pour Xavier Niel, il n'allait pas passer inaperçu. Bien sûr que la loi l'a rattrapé. Canal+ a porté plainte parce que Canal+ perdait de l'argent avec l'entreprise de Xavier Niel. Et du coup, après avoir porté plainte, il a été convoqué au siège du ministère de l'Intérieur, au lieu d'un simple commissariat de police. C'est étrange, non? Vous faites un délit comme ça et c'est le ministère qui vous convoque. Et dans le futur, il aura encore d'autres problèmes avec la loi. Et pourquoi est-ce qu'il a été convoqué au ministère déjà? Bon, là je vous explique. On voit ça dans le livre. Ils disent, après lui avoir fait la leçon et l'avoir menacé d'une perquisition, la gradée lui pardonne ses écarts de conduite. Mais ce n'est pas gratuit. Désormais, la direction de la surveillance du territoire, DST, exige que l'apprenti informaticien lui signale tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à des agents soviétiques sur les réseaux télématiques et informatiques précurseurs d'Internet. Au milieu des années 80, la guerre froide n'est pas encore finie. Et dans les hautes sphères, on voit encore des espions russes partout. Et voilà la raison pour laquelle il a été convoqué au ministère. Bon, c'est ça qui est bien avec le gouvernement ici. Et les Français se sont rendus compte du talent du jeune informaticien et ils l'ont utilisé comme agent de contre-espionnage. Et
Et cette petite aventure était bien pour lui, il a bénéficié de plusieurs choses. Et surtout, c'est là qu'il croise son ami Nicolas Sadirac, avec lequel ils vont fonder l'école 42 plusieurs décennies plus tard. Une école d'informatique très connue ici en France, 42. Et son talent et ses prouesses me font penser à Wozniak, encore une fois. Bidouilleur, soudeur, il est fort en hardware et aussi software, un peu comme Wozniak. Et à cette époque, à ses 17 ans toujours, il gagnait déjà plus que ses parents. Pourquoi? Parce qu'il travaillait à temps partiel en plus de son école en tant que développeur, vu qu'il s'est appris à coder en BASIC et en C, les deux langages très utilisés à l'époque. Il a appris à coder en ces langages-là et il y avait des sociétés qui n'arrivaient pas à recruter des informaticiens. Genre, il manquait cruellement d'informaticiens et de développeurs. Du coup, Xavier venait leur prêter main forte contre un salaire. Il était bien rémunéré. Et on apprend plus tard qu'il finira par quitter l'école assez tôt. Il ne va pas aller très loin dans ses études. Son père n'était pas trop content, mais bon, le gars, il fait ce qu'il veut. Le Minitel. À 19 ans, il crée sa première entreprise, spécialisée dans l'hébergement des sites Minitel à prix cassé. L'astuce consiste à héberger ces sites sur des micro-ordinateurs achetés dans le commerce, et non sur des mini-ordinateurs. Ces machines industrielles qui coûtent des millions de francs. Encore fallait-il réussir à programmer les PC pour accueillir simultanément 250 personnes connectées, et c'est l'un des talents de notre entrepreneur, qui prend ainsi une longueur d'avance sur le marché. Faire mieux, moins cher, grâce à des technologies faites maison, deviennent sa marque de fabrique. Bon, là à 19 ans, il prend la voie vers la richesse, la voie que bon nombre d'entrepreneurs ont pris. Donc, c'est quoi le Minitel? Je sais que c'est la première chose qui vous est venue à l'esprit. Je ne me trompe pas, non? Ouais, je sais que je ne me trompe pas. Et pour savoir ce qu'est le Minitel, on doit plonger dans le passé, back to the past. En fait, le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet, mais seulement en France. Parce que le Minitel, c'est un truc qui n'était utilisé qu'en France. Et les gens utilisaient ça pour communiquer. C'était un peu une fusion entre ordinateur, téléphone, façon. Mais bon, pour savoir précisément ce qu'était le Minitel, voici un petit extrait pour vous. Le Minitel, l'ancêtre d'Internet. À ses débuts, en 1982, il est là pour remplacer l'annuaire papier. Mais très vite, apparaissent une multitude de services. Horaires de train, billets d'avion, jeux et surtout les premières messageries de rencontres. Le Minitel devient un objet indispensable. Bon, si tu n'as pas été satisfait par ce petit plongeon dans le passé, je te propose d'écouter ceci, un autre petit extrait. À l'époque, les mobiles n'existaient pas encore, mais les plus aisés où les personnalités peuvent équiper leur voiture d'une grosse valise téléphonique. Leurs numéros sont recensés dans une base de données évidemment très confidentielle que Xavier Niel parvient à pirater. Le voilà en mesure d'appeler directement 84 détenteurs de voitures ministérielles ou présidentielles, dont le ministre délégué à la sécurité, Robert Panraud, et le président de la République, François Mitterrand, en personne. Au journal de 13h d'Antenne 2, le présentateur William Lémergie, bon, si je prononce mal, désolé, estime que la sécurité du territoire peut être mise en danger. Rien que ça. Pour la première fois, on peut apercevoir quelques secondes à l'écran la silhouette du gaillard de 1m86 de dos. L'histoire est aussi relatée dans les colonnes du quotidien Le Monde. En ces termes, le pirate, un informaticien âgé de 20 ans, M. Xavier Niel, a expliqué qu'il suffit d'un ordinateur à moins de 1000 francs et d'un peu de patience, le temps d'essayer de multiples combinaisons qui sont censées protéger l'accès au réseau Transpac des PTT. L'article fait la fierté de son grand-père Paul. En réalité, le jeune intrépide n'agit pas en solo. Repéré par la direction de la surveillance du territoire comme un crack des réseaux, il est suivi par un officier traitant qui se fait appeler Toto. Ce dernier lui a laissé entendre qu'il aurait carte blanche pour pirater gentiment l'Élysée et éveiller de la sorte les consciences dans les hautes sphères politiques. Après cette judicieuse médiatisation, les services secrets auraient obtenu la rallonge budgétaire espérée pour lutter contre les méchants pirates. On voit que c'est grâce à ce piratage que la légende de Xavier Niel est née. Vous voyez déjà, pirate informatique, établir sa domination. Et à cette époque, il rencontre un ami pour l'époque, vu qu'ils vont se séparer.
À cette époque, il rencontre un autre passionné d'informatique, Étienne Bailey, et il travaille sur des projets lucratifs au sein de la société créée par ce dernier. La société était nommée Cogecom. En fait, l'un de leurs projets super intéressant et super bon, c'était le développement d'un logiciel nommé le Turbophone. Le logiciel était capable de passer simultanément 32 appels téléphoniques pour délivrer un message préenregistré à une population ciblée. Le préfet de Bourg-en-Bresse, Georges Mazeno, utilise ce lanceur d'appel. Le lanceur d'appel, c'est le Turbophone. Il utilise ce lanceur d'appel lors de la simulation d'une fuite radioactive de la centrale nucléaire de Bugey. Je sais pas trop, non. Pour sommer les habitants des communes avoisinantes de rester chez eux. L'événement est couvert par la presse locale. Xavier Niel apparaît sur une photo en costume cravate et cheveux courts. Il a également travaillé sur le turbofax. Bon, le turbofax, c'est une autre chose. Mais la société Cogecom, ils font des merveilles informatiques. Et c'est lucratif pour Xavier Niel et son ami Marc. Et aussi son frère. Marc n'était pas seul, il était avec son frère. Mais on va très vite s'apercevoir que ça ne suffit pas à Xavier Niel. Le gars, il en veut plus. Un peu comme les plus grands... bon, j'ai lu la biographie de plusieurs personnes, plusieurs grands entrepreneurs, plusieurs personnes influentes. Et ils ont cette façon de toujours vouloir... ils ont faim, ces gars. Ils ne sont jamais satisfaits. Bref, comme je disais, Xavier Niel en veut plus. Et voici comment est-ce qu'il s'y prend pour avoir plus. Dans le bâtiment de Cogecom, à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne, Marc Bailey possède une autre société, l'éditeur de jeux vidéo Loriciel. Xavier Niel y travaille quelque temps pour mettre au point un serveur Minitel où les joueurs peuvent bavarder ensemble. Le jeu est un marché formidable, une passion addictive qui pousse les joueurs à ne pas regarder la dépense. Mais rapidement, l'opportuniste comprend que le potentiel de la messagerie rose est encore plus grand que celui du jeu. Un tremplin vers la richesse. Il propose donc à Étienne et Marc Bailey d'utiliser le Turbophone pour développer cette nouvelle activité. Les frères Bailey refusent. Et déçu, Xavier Niel n'abandonne pas son projet, mais cherche à le financer autrement. Bon, là on voit Xavier Niel qui n'est pas satisfait par ce qu'il gagne. Ils se font déjà de l'argent. Bon, beaucoup d'argent pour cet âge-là, pour les gens de la même génération. Mais le gars, il en veut plus. Il va se lancer dans le Minitel Rose, qu'on va le voir très vite. Mais c'est quoi le Minitel Rose ? En fait, le Minitel Rose et les services de messagerie que j'ai dit là, que j'ai mentionné quand je lisais, le Minitel Rose, c'est des services coquins accessibles via le Minitel, où les gens pouvaient parler à des hôtesses ou voir des images un peu pornographiques, ou chatter et faire des rencontres. C'est ça le Minitel Rose. C'était très prolifique à l'époque. Et il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, le Minitel était utilisé par tout le monde. Et les Français avaient, pour la plupart, ces machines, les Minitel. C'était un peu l'ancêtre des réseaux sociaux et d'Internet. Tout le monde communiquait à partir de là. Et plusieurs personnes, bon, j'ai parlé à des gens qui étaient là à cette époque-là, en France. Et ils m'ont dit que ça a même freiné l'arrivée d'Internet et l'adoption d'Internet par les Français. Parce que le Minitel était une sorte de réseau, déjà Internet avant Internet. Et du coup, les gens avaient du mal à adopter l'Internet. Mais bon, Xavier Niel, lui, il a flairé cette opportunité d'utiliser le Minitel pour un truc un peu pas très net. Bref, un truc un peu dark. Et c'est ce qu'il va faire, comme on va le voir très vite. Le livre donne pas mal de détails sur ses activités à cette époque. Et il parle aussi de la quantité d'argent qu'il se faisait. Bon, voici un petit extrait encore. Là, j'ai fait un extrait avec les highlights, mes highlights du livre. Je fais plusieurs highlights quand je lis. Le business de Xavier Niel, j'ai écrit, et voici ce que ça dit. L'autre lui fait traverser. Bon, là, il est en train de recruter des gens pour son nouveau business du Minitel Rose. Du coup, voici une personne qu'il essaye de recruter, et il montre un peu les locaux à cette personne. Bon, il dit, l'autre lui fait traverser un long corridor vide, en proclamant « On est dans le plus grand cinéma porno de France ». Alors que l'informaticien se recroqueville d'inquiétude, mais tente de donner le change. Il entraîne à l'étage, dans une grande pièce occupée par une table, une dizaine de fauteuils et autant de Minitel reliés à un PC. Une jeune femme est entrée dans la pièce, elle nous a salués, a échangé quelques mots avec Xavier, puis s'est installée et a commencé à tapoter sur le clavier. J'ai alors compris qu'elle commençait sa journée d'animatrice de Minitel Rose, se souvient l'innocent.
Bon, écoutez ou lire cette partie, ce petit extrait peut penser que le business était tout facile et qu'il n'avait qu'à se tourner les pouces. Et l'argent coulait, mais non, pas du tout. Xavier Niel était aussi un bosseur. Et ça nous apprend que si tu veux accomplir quoi que ce soit, tu dois bosser. Parce que même dans le business du Minitel Rose, il y avait de la compétition. Et du coup, le gars, il écrasait la compétition. Il était très compétent. Et là, on parle aussi de son work ethic. On dit genre, déjà, le jeune patron demande l'impossible à ses recrues. Réaliser des prouesses avec du matériel pas cher et dans des délais impossibles. Et ça marche. Les garçons solitaires et déscolarisés sont en quête de reconnaissance. Tous désirent avant tout ne pas décevoir cet entrepreneur culotté avec une idée derrière la tête. Là, on voit un peu, c'est le même schéma que la plupart des CEO dont j'ai lu la biographie. Un peu comme un Steve Jobs, le gars, il te demande de faire l'impossible. Il s'en fout, il te dit bam, je veux ça et démerde-toi. Et ça marchait. Il montrait la direction à suivre. Il n'était pas trop dans le micromanagement. Bref, le livre nous dit beaucoup de choses sur sa façon de manager les gens et sa façon de pousser les gens à leurs limites. Et aussi, là, ce petit extrait, ça nous dévoile aussi, il a une façon de recruter pour ses entreprises. Il prend des jeunes dynamiques qui sont un peu passionnés comme lui, qui ont la passion, qui partagent sa passion pour la technologie, les nouvelles technologies, et il les pousse à bout, il les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu, c'est sa stratégie. Je ne sais pas, en fait ces gens-ci, ils ont beaucoup de similitudes, ces grands CEO. Puis Xavier Niel va rencontrer un partenaire avec lequel il va étendre son business de Minitel Rose. Ça va très bien fonctionner. Il y avait un gars qui était aussi dans le business, mais lui, il ne comprenait pas trop comment bien se faire de l'argent parce qu'il n'avait pas les compétences techniques. Du coup, il s'associe avec Xavier Niel et ensemble, ils ont fait du chiffre. Et en 1991, ils ont une dispute et ils se séparent. Xavier Niel se sépare de cet associé qui, lui, rachète sa société. Donc ils avaient une sorte de partenariat. Mais Xavier Niel avait ses actifs et ce gars-là, il lui a racheté ses actifs parce qu'il n'avait pas trop le choix. Parce qu'il dépendait un peu de Xavier Niel. Et du coup, à cette époque-là, Xavier avait 24 ans. Il se retrouve à être un millionnaire. Là, il avait du cash. Il était riche. Mais encore, ça ne suffisait pas. Il lui fallait encore plus. Et ce qu'il fit, c'est qu'il s'associa à deux banquiers, pas très nets. Ces deux banquiers-là, Fernand Delvetter et Michel Artaud, c'était deux banquiers déchus et peu recommandables qui venaient de se faire beaucoup d'argent après un coup qu'ils ont fait. Le livre on dit un peu plus, mais petit résumé. Il rencontre ces deux gens-là qui avaient créé une société, Fermic. Fer pour Fernand, comme Fernand Delvetter, son nom, et Mic pour Michel, comme le nom de Michel Artaud. Et Xavier rejoint cette société, il s'associe à eux et apporte son talent technique là. Et aussi on voit aussi que Fernand était un peu comme un mentor pour lui, un aîné. Et Xavier va apprendre beaucoup de choses lors de cette période de sa vie. On voit aussi que Xavier, avec son ingénuité, ses compétences techniques et sa vision, était comme un ouragan. Il était inarrêtable et il avait un impact fou dans ce monde sombre et pas très recommandable. Mais Xavier Niel va commettre une erreur. Déjà, il avait plusieurs problèmes avec la loi. Son business de Minitel Rose, ça passait bien, ça passait crème. Mais il a rencontré les gars de Fermic, Fernand et Michel. Puis ils sont allés dans un autre level. Ils faisaient des bails. Genre, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des logiciels sophistiqués pour hacker les Minitel dans des sociétés pour qu'ils se connectent tard la nuit à leur réseau. C'est un peu comme si je hack vos ordinateurs ou plusieurs centaines d'ordinateurs dans une société et je les force à écouter mon podcast pour avoir plus de personnes qui écoutent mon podcast. Et ce n'est pas bon. Ça va à l'encontre de la loi, même à cette époque-là. Et du coup, Xavier Niel va avoir des problèmes avec la loi à cette époque. Mais il commettra encore une autre erreur. Un de ses associés va lui proposer d'investir dans des sex shops de France. Ces sex shops rapportent de l'argent liquide facile et non déclaré à l'État français. Il touche environ 15 000 € en liquide par mois pendant des années grâce à ces sex shops, en plus des millions qu'il gagnait déjà. Et le business des sex shops, ça fonctionnait, genre tu apportais du capital, tu investissais dans ce business-là, les gens qui voulaient ouvrir des sex shops et après ils te donnaient de l'argent avec un bénéfice.
un bénéfice élevé et tu recevais des dividendes, des fonds de dividendes qui n'étaient pas déclarés, du liquide, cash. Et plus tard, il ira en prison pour ce délit. Le procès eut lieu en 2004 et ça a eu un impact fort sur la vie de Xavier Niel, comme on peut le voir dans le livre. Tout cela, Xavier Niel ne cherche pas à le cacher au juge d'instruction. Là, on est en train de vivre le procès de Xavier Niel en 2004. Au juge d'instruction, Van Ruymbeke, en 2004. Il reconnaît avoir touché au total environ 100 000 francs par mois, c'est-à-dire 15 000 € en espèces jusqu'en 1999, avant le début du grand minage. Pourquoi n'a-t-il pas complètement lâché la rampe après cette date, l'interroge le magistrat. Cela rapportait de l'argent facile. Ces espèces étaient utilisables instantanément et ne donnaient pas la même sensation de gain que l'argent que je gagnais de façon orthodoxe dans mes activités d'opérateur de télécommunications, répond benoîtement le prévenu. Van Ruymbeke a tout de même du mal à comprendre pourquoi un multimillionnaire en pleine ascension éprouve le besoin de siphonner quelques misérables milliers d'euros par mois dans des bougs malfamés, et pour en avoir le cœur net, il commande une expertise psychiatrique. Ah, c'est trop drôle. En fait, le juge lui-même, il est dépassé. Le juge ne comprend pas comment un multimillionnaire siphonne quelques milliers d'euros. Genre, tellement le gars, il a la dalle, tellement il veut tellement atteindre le sommet qu'il est prêt à siphonner, même à être dans des business pas nets, à aller loin. Mais comme on peut le voir, dans la fin des années 90, il se rend compte que ce business-là n'est pas très bon. Et en plus, le Minitel est en train de mourir. Il doit se réinventer. Du coup, il lâche tout. Il quitte. Il fait le grand ménage. Il cesse ses activités de Minitel. Il se lance dans le business de la télécommunication avec sa société Iliad, qui est la société mère de Free et d'autres. Et comment est-ce qu'il va financer ça? Et comment est-ce qu'il va financer son entrée dans le monde de la télécommunication? C'est grâce à la fortune qu'il s'est faite à l'époque du Minitel. Free Telecom. Et c'est grâce à Free qu'on a la box telle qu'on la connaît aujourd'hui. En fait, grâce à ses efforts et son travail chez Free et toute son équipe, ils ont révolutionné le monde de la télécommunication avec ce qu'on appelle la Freebox. Une box qui mélange Internet, téléphone et télé. Aujourd'hui, ça apparaît banal, mais à l'époque là, c'était du jamais vu. Pas qu'en France, mais partout dans le monde. Les gens ne faisaient pas ça. Quand tu voulais Internet, il y avait ton modem, ton truc qui te fournissait Internet et c'est tout. Tu voulais la télé, il y avait le câble, il y avait des boîtiers Canal+. Bref, ce n'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui où tout est facile, tout va facilement. Plug and play. Non. Et j'aime bien l'aventure de Free à cette époque-là. Et comment est-ce qu'ils ont bouleversé le marché de la télécommunication en France. Donc là, on est au début des années 2000. Il a abandonné les activités du Minitel. Il met ça de côté. Et maintenant, il veut révolutionner le monde de la télécommunication française. Il a sa société Iliad et il veut créer une box révolutionnaire et pas chère. Comment est-ce qu'il s'y prend? Avant de se lancer dans la création de cette box jamais vue auparavant, il se rend d'abord aux États-Unis pour rechercher si elle existe déjà. Les États-Unis, la Silicon Valley, on sait tous que c'est le berceau de l'âge Internet et des révolutions technologiques, de multiples révolutions technologiques. Du coup, il se dit, si je veux réaliser ce truc-là, l'endroit où il faut chercher si ça existe déjà, c'est là-bas aux États-Unis. Et l'endroit où il faut chercher l'expertise pour construire ce truc-là, c'est aux États-Unis, à la Silicon Valley. Du coup, je me rends là-bas avec mon équipe d'ingénieurs les plus compétents et allons-y dénicher ce petit secret. Et pour créer notre révolution. Bon, voici la partie où on parle de leur business trip aux États-Unis. Ils ont rencontré pas mal d'entreprises. Bon, allez. Par curiosité, les Français s'attardent aussi dans une curieuse start-up née un an plus tôt et qui prétend avoir le meilleur algorithme du monde pour recenser tous les contenus sur le web. Google, le géant Google. Ils ont rencontré Google, Sergey Brin et Larry Page. Mais ce n'est pas ce qui les intéresse le plus dans le temple de la high-tech. Car les 4 pèlerins ont une mission. Ils doivent trouver le boîtier dont rêve Xavier. Un équipement électronique pour la maison qui permettra à tous les abonnés d'avoir non seulement l'Internet à haut débit, mais aussi la télévision et le téléphone. Une box 3 en 1. L'idée est dans l'air du temps.
tous les grands industriels des télécoms, Alcatel, Sagem, France Télécom en France, AT&T et les Bell Labs aux États-Unis mènent des travaux savants sur le sujet. Mais cela reste le domaine des laboratoires de recherche. Pour l'instant, nulle box dans les chaumières. Normal, puisque la norme ADSL, qui va bientôt devenir synonyme de haut débit pour les Français, est encore balbutiante. On n'est même pas à la fibre, on est encore à l'ADSL. Et l'ADSL, c'est encore une technologie révolutionnaire de l'époque. J'aime bien les biographies parce que ça fait plonger dans le passé. On voit comment les choses étaient à l'époque. Bon, je vivais déjà à cette époque-là. Je sais ce que c'est. Et déjà, d'où je viens au Cameroun, on n'a pas eu Internet. On n'a pas eu la 3G avant 2012-2013, je crois. Donc, je sais bien. Mais bon, du coup, cette expédition n'était pas fructueuse parce que finalement le groupe n'a pas trouvé ce qu'ils sont venus chercher. Le rêve de Xavier Niel semble devoir se fracasser aux États-Unis. Ce qu'il pensait trouver ici, personne ne sait apparemment le faire. Les expérimentations ont bien été menées avec une technologie sœur de l'ADSL, le VDSL. Mais elle n'est pas autorisée en France, car l'opérateur historique a misé sur l'autre cheval. La fine équipe avait aussi placé quelques espoirs dans Cisco, déjà un grand fournisseur de free et qui promet de faire passer la voix via Internet. Bon là, ils n'ont pas trouvé leur innovation. Même les États-Unis n'ont pas encore fait l'innovation qu'ils cherchent. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette box, il faut bien que quelqu'un l'invente, n'est-ce pas? Après leur déconvenue, les compères décident de se détendre un peu. Un tour à la plage de Malibu, puis un saut au parc d'attractions des studios Universal de Los Angeles. C'est là, en descendant les marches des fameux escalators extérieurs du studio de cinéma, que le destin de Xavier Niel bascule. Et si on la faisait nous-mêmes, cette box, lâche-t-il en se tournant vers Rani Assaf. Il suffit de trouver des gars compétents et les faire assouder. La phrase fait sourire les trois autres et vaudra momentanément à leur chef le sobriquet de fer à souder. Là, on voit qu'ils sont à une impasse. Ils ne savent pas trop quoi faire. L'innovation qu'ils cherchaient, ils ne la trouvent pas. Là, ils sont obligés d'appliquer le principe qu'Elon Musk a appliqué quand il a fondé ses sociétés, SpaceX, Tesla et d'autres. Ce principe, en anglais, on appelle ça, on dit « go from first principles ». C'est un truc que j'ai appris en lisant à propos d'Elon Musk. Et qu'est-ce que ce principe dit? En fait, ça dit que lorsque vous êtes à une impasse, vous voulez réaliser quelque chose de nouveau, vous ne trouvez nulle part ou personne qui peut vous servir d'expert pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Partez des principes de base. Quand vous n'avez rien, aucune autre solution, partez des principes de base. C'est-à-dire, prenez tout ce que vous savez qui est vrai. Rassemblez, ils appellent ça en anglais, gather your facts. Prenez ce que vous savez qui est vrai et partez de là pour créer quelque chose de nouveau. En fait, ce principe a été popularisé par Elon Musk. C'est pas une formule magique, mais c'est un truc... Bon, allez, comment j'explique ça? Par exemple, Elon Musk, quand il a fini avec PayPal, il était l'actionnaire majoritaire, beaucoup d'argent, comme on sait tous. Et maintenant, il voulait créer sa société d'aérospatiale, SpaceX. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il s'est rendu en Russie pour aller voir les Russes, pour qu'ils lui donnent les schémas des fusées de l'époque de l'Union soviétique. Et les Russes l'ont tourné en bourrique, ils ne le prenaient même pas au sérieux. Du coup, le gars, il s'est dit, un peu comme Xavier Niel, il s'est dit, mais si on ne le faisait pas nous-mêmes? Le gars, il s'est documenté à fond sur l'aérospatiale, les fusées, tout. Il a lu un tas de livres et il est parti avec son équipe à partir des principes de base. Et c'est à partir de là qu'il a lui-même conçu sa fusée. Ils ont conçu la première fusée de SpaceX. Ils ont envoyé cette fusée dans l'espace et the rest is history, comme on dit en anglais. Partir des principes de base. Et Elon Musk n'est pas le seul à appliquer ce principe-là. Quand je lis la biographie de plusieurs entrepreneurs, on se rend compte que quand ils font face à une impasse, ils utilisent cette stratégie. Et pas seulement pour créer de nouveaux projets. Par exemple, la CEO de Bumble, quand elle voulait faire la publicité de Bumble, elle n'avait pas d'agence de publicité, pas d'argent, rien. Elle a juste utilisé les principes de base. C'est quoi la publicité? Il faut que les gens voient ma marque. Il faut que les gens sachent que j'existe. Et ce qu'il a fait, c'est... Bon,
je pense que c'était soit Bumble, soit à l'époque de Tinder, parce que celle qui a fondé Bumble, elle faisait partie de l'équipe Tinder. Et du coup, l'approche qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des t-shirts avec le logo de l'application de rencontre, soit Tinder, soit Bumble, et ils allaient dans les bars. Ils envoyaient des filles dans les bars et elles se faisaient draguer et elles demandaient aux gars de télécharger l'application. Bon, c'est un peu comme ça, c'est un peu partir des principes de base, c'est un peu ça. Bon, j'espère que je suis clair là, mais je ne sais pas, mais je suis pas très très doué pour expliquer, mais j'espère que je suis clair. Bon, revenons sur Xavier Niel. Du coup, après avoir eu l'idée de créer la box eux-mêmes, voici l'autre highlight. Mais le second de Xavier Niel prend la proposition très au sérieux, comme à son habitude. Le gamin de 27 ans propose de concevoir tout seul le cerveau logiciel de la box. Et pour assembler le boîtier avec tous ses composants électroniques, il veut faire appel à Sébastien Boutruche, son binôme à l'école d'ingénieurs Les Frais. Et le second de Xavier, c'est Rani Assaf. Rani Assaf, dans le livre, on le décrit comme quelqu'un de très sérieux. C'est un magicien du logiciel. Et il est capable de réaliser des prouesses. On raconte même qu'une fois, il a licencié une équipe de 6 ingénieurs logiciels chez Free. Et il les a remplacés, a fait leur travail, un travail qui leur a pris 6 mois. Le gars il l'a fait en 4 jours. Genre, c'est un peu comment dire, Xavier Niel sait s'entourer de bonnes personnes, de personnes compétentes. Et a priori, son bras droit est très compétent, surtout dans l'aspect technique. Les statuts de Freebox SAS sont déposés le 18 décembre 2000. Le nom a été trouvé sur un paquet de cigarettes ramené d'Amérique latine par l'un des collaborateurs. Et il a été aussitôt adopté pour designer la chose en devenir, que tout le monde ici appelait la boîte. Xavier Niel ne propose pas de salaire faramineux à ses ingénieurs, plein d'avenir. Il n'a guère à leur offrir que la sueur, des larmes et des promesses. En effet, les arrivants reçoivent tous des actions de la nouvelle société, moins de 1% chacun. Aucune sortie en bourse n'est encore prévue, mais 2 fois par an, la maison mère leur en rachète un peu. De quoi empocher 10 000 € environ, soit 1000 fois plus que la mise de départ. C'est le bonus salarial version Niel. Là, c'est la partie où Xavier Niel rassemble ses troupes. Il rassemble une équipe choc pour construire cette Freebox. Les gars, il n'a pas de gros salaire à proposer. Il promet juste de réaliser de grandes choses et des parts de l'entreprise. Et c'est un truc qui est très commun dans la Silicon Valley. Dans le livre où Peter Thiel parle de PayPal, où les gars de PayPal racontent l'histoire de PayPal à leur début, Peter Thiel disait qu'il ne faut pas essayer d'entrer en compétition salariale avec de grosses sociétés. Genre quand vous voulez débaucher un grand ingénieur ou avoir un employé brillant, faut pas proposer à cet employé un gros salaire. Parce que les grosses boîtes vont toujours proposer meilleur salaire que vous. En fait, ce qui les anime, c'est votre vision. Où vous voulez arriver et construire quelque chose de grand. Et c'est vrai. Moi-même en tant qu'ingénieur, je suis animé par ça. Et c'est tout à fait vrai. Je ne suis pas un entrepreneur, je suis un ingénieur logiciel qui est juste passionné par le domaine de l'entrepreneuriat et c'est totalement vrai. Et du coup, à partir de là, on voit le parcours, la création de la Freebox et Xavier Niel qui demande à TF1 d'investir dans le projet, mais il refuse. Et aussi, on voit comment, à cette époque-là, l'entrepreneuriat n'était pas chose facile en France. C'était vraiment difficile de lever des fonds, trouver des associés, des investissements. Ce n'était pas facile, même pour quelqu'un comme Xavier Niel qui avait déjà fait fortune auparavant et qui s'était déjà construit un nom bien établi dans le monde de la tech en France. Et aussi plus tard dans le livre, on parle un peu de l'entrée en bourse d'Iliad, la société mère qui possède Free et d'autres sociétés du groupe. On se rend compte qu'en fait, les banques françaises étaient frileuses. Les banques françaises n'ont quasiment pas investi dans Iliad. C'est plutôt Goldman Sachs et d'autres banques américaines et anglaises qui ont investi et qui ont aidé, qui ont vraiment propulsé l'entrée en bourse, le IPO, comme on dit en anglais, d'Iliad. Et ça me fait me rendre compte qu'en fait, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Les Américains, ils sont plus ouverts au risque.
Et du coup, ce risque était payant parce que tous ceux qui ont investi et qui ont aidé Iliad, ils ont multiplié leur investissement de base de je sais pas, plusieurs fois, plus de 10 fois, quoi. Mais voilà, les Français même, les banques françaises et ceux d'ici, ils sont frileux, ils ne prennent pas de risques. C'est triste, mais bon. Xavier Niel lui-même, avec Station F et ses investissements dans plusieurs startups, le livre aussi nous parle de ses investissements dans de jeunes startups. Comment est-ce qu'il a contribué à Deezer, dans Deezer, il a investi dans Deezer. Il a aussi investi dans plusieurs autres startups, aidé d'autres entrepreneurs. Comment est-ce que le monde du venture capital n'était pas vraiment existant en France et que c'est l'un des premiers angel investors. Le monde du angel investment. Angel investors, c'est les investisseurs particuliers qui mettent leur propre argent dans des entreprises, dans des jeunes startups. Donc du coup, on parle un peu de ça aussi. Et le livre nous parle aussi du mode de fonctionnement de Free. Comment est-ce qu'ils sont flexibles, comment ils ont pu s'adapter et inquiéter les plus grands géants du monde des télécoms. Ces géants-là qui sont établis depuis des décennies en France. Ils ont réussi à bouleverser ce marché des télécommunications et plusieurs autres. Si vous vivez en France et vous écoutez ceci, je pense que les événements les plus récents vous sont familiers. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Donc, j'ai une raison pour laquelle je ne suis pas trop entré là-dedans, dans cette partie-là. Le livre parle aussi du parcours, ça va en détail dans le parcours de Xavier Niel à l'époque du Minitel. Son enfance, comme je l'ai dit, la partie la moins connue de son histoire, ça va en détail, les chiffres, ça dit tout. Bon, ça dit pas tout, mais ça dit beaucoup. Ça parle aussi de la création de l'école 42 et de son amitié avec plusieurs fondateurs de la Silicon Valley, tels que les gars de Google, Facebook et d'autres sociétés, et aussi Tony Fadell d'Apple. Celui qui est connu pour être le père de l'iPod. Le livre va dans tous ces détails. Sa relation avec Bernard Arnault et sa fille, la fille de Bernard Arnault. Bref, ça va dans beaucoup de détails. Ses investissements, beaucoup. Je vous invite à le lire. Le lien vers le livre est dans la description. Du coup, quelques leçons tirées de sa vie. Déjà, la première leçon, c'est comment s'entourer des meilleurs collaborateurs. Comme j'ai dit plus tôt, quand il rassemblait l'équipe de la Freebox, il ne proposait pas de salaire faramineux. Il cherchait les meilleurs ingénieurs, que les meilleurs. Il n'allait pas chercher les moyens ou les moins bons. Un peu comme un Steve Jobs, le gars, il cherchait les meilleurs. D'ailleurs, il est un peu comme un mélange de Steve Jobs et Wozniak. La timidité et les connaissances techniques de Wozniak, la vision de Steve Jobs et son style un peu managérial. Bref, non, laissons ça de côté. Comme je disais, quand il rassemblait l'équipe de la Freebox, il allait voir les meilleurs et il ne leur a pas proposé des salaires faramineux. Ce qu'il a fait plutôt, c'est qu'il leur a donné des parts de la société et il leur a promis de bâtir un avenir meilleur, de bâtir quelque chose de grand. C'est un peu similaire à ce que Peter Thiel faisait à l'époque de PayPal, au début de PayPal. Et deuxième leçon, que faire quand on ne trouve aucun moyen de réaliser ce qu'on veut créer, de créer ce qu'on a dans nos têtes. Un peu comme ce qu'il a fait avec la Freebox. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut partir des principes de base et construire petit à petit. Un peu comme un Elon Musk qui a créé SpaceX et qui avec son équipe ont créé les premières fusées privées et réutilisables. Ils sont partis des principes de base pour créer quelque chose de nouveau et quelque chose de grand. Si vous ne trouvez pas une solution autour de vous ou si vous n'avez pas assez d'argent, partez des principes de base, first principles, comme Elon Musk. Vous savez ce qui est vrai, ce qui marche, ce qui est légal. Utilisez ça, concoctez quelque chose de magnifique. C'est un peu comme un chef, quoi. Un chef qui prépare un nouveau plat. Il crée un nouveau plat à partir de rien, à partir des trucs de base. Bon. Et troisième leçon, c'est aussi la passion pour ce qu'on fait. Elle est très importante. Mais il faut aussi bosser très dur. Xavier, malgré sa fortune, à l'époque du Minitel, il passait des nuits blanches pour résoudre des problèmes techniques, les problèmes informatiques, et il aimait écrire du code. Et il avait aussi cette passion pour le code, il aimait écrire du code et déjouer des systèmes informatiques sophistiqués, des systèmes complexes. Il mélangeait cette passion et cet amour pour le travail, il bossait vraiment dur. Et il faut aussi rester agile.
quatrième leçon, bon, il y a plein de leçons qu'on peut tirer de ce livre. Et la quatrième leçon est qu'il faut rester agile. D'après la biographie de Xavier Niel, il y a un lien dans la description, là on nous détaille comment Free est structuré, comment elle fonctionne. Et malgré son évolution, Free reste agile. Leur façon de travailler est très agile. Les équipes sont gérées comme une start-up et la hiérarchie est très horizontale. Il n'y a pas beaucoup de verticalité. Il y a même d'ailleurs une petite anecdote dans le livre où ils disent que quand le PDG de Free est arrivé dans le bureau, il travaillait dans le même bureau que Xavier Niel. Il a demandé à Xavier Niel ce qu'il faisait et Xavier Niel lui a dit fais ce que tu veux. Il lui a donné une liberté totale quoi. Genre les gens ne vous disent pas ce que vous devez faire, on ne vous dit pas comment faire ce que vous devez faire, il y a des réunions et tout, mais la plupart du temps on vous laisse vous-même, vous êtes indépendant et on vous fait confiance, pas de micromanagement. Et ceci leur a permis de s'adapter facilement aux changements et prendre des décisions très rapides. Bref, ça c'est quelques petites leçons. Il y en a bien d'autres. Je vous invite à l'acheter si vous voulez en savoir plus. Allez, j'espère que vous avez aimé. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.